Je suis ravi de vous accueillir pour ces controverses de la robotique agricole. Je m'appelle Pierre Compère, je suis consultant auprès d'entreprises et d'institutions qui cherchent à innover dans le secteur agricole. Au cas où, je vais le dire en anglais juste une petite minute. This conference will be all in French, so you might need to grab headsets if you need translations. Donc en tout cas, je suis ravi de vous accueillir pour ces controverses de la robotique agricole. Controverse, ce qui est peut-être un peu étrange quand on est dans un salon qui est dédié à la robotique agricole, comme quoi la robotique agricole n'irait pas de soi pour les organisatrices et les participants et les exposants à ce forum international de la robotique agricole. On voit, on entend, on observe qu'en France, en Europe, en ce moment, il y a des mouvements agricoles, une colère qui s'exprime, des agriculteurs qui sont en quête de reconnaissance sociale et économique dans un contexte où le changement climatique se fait plus prégnant, en tout cas ses effets se font plus directement ressentir, où l'injonction à la transition agroécologique se fait de plus en plus pressante, où on observe quelques difficultés effectivement de main-d'œuvre, en France pour le moins une difficulté dans le renouvellement des générations, des exigences normatives et réglementaires qui s'empilent. D'où ce besoin de reconnaissance sociale et économique. Dans ce contexte, on peut se poser la question du coup de l'intérêt, des atouts et des limites de la robotique agricole avec des producteurs, et on va en discuter avec des producteurs, certains enthousiastes, d'autres franchement dubitatifs, et puis avec vous, dans la salle, on compte sur vous pour pouvoir avoir des discussions franches, ouvertes, que toutes les questions puissent être posées. Donc on aura 3 séquences pour cette conférence, et avec pour chacune un temps d'échange avec la salle, donc je compte sur vous. Et ceux qui me connaissent savent que de toute façon, je désigne d'autorité quelqu'un dans la salle pour poser une question. Je pense notamment aux étudiants par là-bas. On compte sur vous pour voilà, avoir des choses à dire et des interpellations à faire auprès des intervenants. 3 séquences, je le disais. La première portera sur l'adéquation de la robotique agricole à différents modèles agronomiques et économiques. Est-ce que la robotique agricole est adaptée à tous les systèmes de production ? Deuxième séquence, est-ce que la robotique agricole crée de nouvelles dépendances ou renforce, à l'inverse, l'autonomie des agriculteurs équipés? Et enfin, une troisième séquence, quelle empreinte environnementale un peu globale de la robotique agricole? Quelle voie pour une robotique agricole qui soit plus sobre en énergie notamment? Ça va être voilà, les 3 thèmes qu'on va balayer ensemble. Pour ce faire, je vais commencer par appeler un premier agriculteur, en la personne de Jean-Baptiste Kéruzek, qui est éleveur dans le Tarn et que je vous invite à encourager sous vos applaudissements nourris. Jean-Baptiste, merci beaucoup d'être là. Et voilà un micro pour toi. Reste debout pour l'instant avec moi le temps que je te pose une petite question. Tu es éleveur dans le Tarn et puis tu es engagé dans le mouvement des CUMA. Peut-être en un mot, qu'est-ce que c'est qu'une CUMA? Parce qu'on a un public étranger qui n'est pas forcément familier avec ce type d'organisation. Donc une CUMA, c'est une petite coopérative qui est souvent organisée de façon locale sur une ou plusieurs communes. Et c'est une coopérative dans laquelle on a choisi d'acheter du matériel en commun et de le gérer en commun. Donc CUMA pour coopérative d'utilisation du matériel en commun. On mutualise des ressources, des équipements, des agroéquipements, des machines, parfois même des salariés, pour intervenir sur vos diverses exploitations, mutualiser certains coûts. On imagine du coup que tu es membre des CUMA et que tu es passionné de machinisme et que tu adores la machine et a priori la robotique agricole. Eh bien en fait, pas tellement. Si je suis au sein du réseau CUMA, c'est avant tout pour la vie humaine, en fait, pour les relations entre les gens, pour les groupes, pour le potentiel d'innovation qu'on a ensemble, en fait. Plus que pour le côté matériel, qui pour moi n'est juste un prétexte en fait, pour faire des choses ensemble. D'accord, un support, on va dire, pour développer des liens amicaux, techniques, d'échange de connaissances. Je l'ai dit, tu es éleveur. Quelle vision tu portes sur la robotique en tant qu'éleveur? On pense notamment évidemment aux robots de traite. Je porte, j'ai pas vraiment de vision, mais disons que pour faire plus simple, je peux expliquer comment est mon exploitation. Je suis éleveur laitier en agriculture biologique. J'ai un troupeau de 40 vaches laitières sur 120 hectares d'herbe. Je suis 100% autonome. Donc, en fait, la robotique, elle ne correspond pas tout à fait à mon système. Voilà. Donc, voilà. Bon, on en reparlera. Hein. Est-ce que la robotique agricole, et notamment les robots de traite, sont applicables à tous les systèmes de production? Est-ce que c'est que maïs en silage ou est-ce qu'on peut aussi imaginer
une robotique agricole pour des élevages plus à l'herbe. Merci, je t'invite à t'asseoir. Et puis je vais proposer maintenant à Jean-Luc Picolat de venir me rejoindre. Merci pour lui. Hop, Jean-Luc, un micro pour toi. Jean-Luc, donc je l'ai dit, tu es agriculteur dans les Landes, mais tu n'es pas que agriculteur, tu es aussi concepteur d'un robot. Tu as développé un robot via une société que tu as fondée qui s'appelle SoftyRob. Qu'est-ce qui t'a amené à, en tant qu'agriculteur, concevoir un robot pour toi-même? Et puis pour d'autres? Alors, donc déjà, Jean-Luc Picolat, oui, agriculteur dans les Pyrénées-Atlantiques, même si on est proche aux voisins des Landes, c'est pas grave, mais il faut quand même recentrer, il faut centrer les débats. L'église surtout au milieu du village. La Merci. précision en agriculture, c'est important. Et en robotique donc, notamment. La géolocalisation, voilà. Les Pyrénées-Atlantiques, le Béarn. Mais un petit clin d'œil aux Hollandais aussi. Qu'est-ce qui m'a poussé à fabriquer un robot? Je suis né agriculteur, je suis né de la terre et comme dirait de parents, grands-parents, etc. Donc je suis un enfant de la terre, comme on peut l'être un peu tous. Mais passionné de nouvelles technologies je pense depuis la naissance. Et un robot, pourquoi pas? Un robot, ça fait peur par le nom robot. On s'imagine, j'ai eu des robots de traite. Les gosses me disaient, oh mais papa, c'est ça un robot? Ils croyaient avoir un bout de ferraille qui venait traire les vaches. Ils étaient déçus parce qu'ils s'attendaient à voir un transformer. Enfin voilà, ils ont vu un bloc d'inox qui trayait les vaches. On était un peu loin de l'humanoïde. Un robot, pour moi, c'est pas un robot, c'est un outil. C'est un outil, comme la bêche l'a été, la bêche ou au premier agriculteur, comme c'est un outil. On reviendra sur ton cas si tu en es d'accord, parce que tu as eu un robot de traite, tu l'as dit, parce que tu es agriculteur, céréalier, mais aussi éleveur, et puis un robot de traite que tu n'as plus, parce que sauf erreur, ça n'a pas été un franc succès dans l'exploitation. Et pourtant, tu construis un robot à côté, plutôt pour les productions végétales en l'occurrence. Pardon. L'an dernier, sur cette même scène, je disais, je suis tombé de cheval, je me suis fait mal avec 2 robots de traite, tant qu'à faire, autant en prendre 2 en 2000. Donc j'ai galéré 10 années professionnelles de ma vie avec ces 2 malheureuses machines. Heureusement que je les désirais plus que tout au monde avec mes associés, sinon on aurait pu se disputer. Et voilà, les 10 années, on a payé notre crédit, se sont terminées, on s'en est sorti. Mais ça a été même démonté, hein. Il n'y a plus de robots de traite. C'est vendu, voilà, il n'y a même plus de vaches. Mais aujourd'hui en France, il y a peu de vaches. Il y a de moins en moins. Et félicitations à ceux qui restent, et hommage, vraiment félicitations et respect à ceux qui restent et qui persistent. Mais ça t'a pas dégoûté? Ça m'a pas dégoûté. Voilà. Et voilà, une chute à cheval, on dit, ou à vélo, de suite il faut remonter parce que il faut voilà. Et donc j'espère ne pas retomber maintenant avec. On va voir ça. En tout cas, installe-toi. Merci pour cette petite introduction. Maintenant, c'est au tour de Flavien Roussel de me rejoindre. Flavien, tu travailles chez Nayo Technologies. Merci pour lui. Voilà pour toi. Flavien, donc du coup, tu es en charge de la communication et du marketing, en tout cas de la production de contenu marketing au sein de cette entreprise leader de la robotique agricole, Nayo Technologies. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de maturité dans l'offre de Nayo, mais plus largement de la robotique agricole? Moi, j'anime depuis quelques temps maintenant des conférences au FIRA et on parle beaucoup de filières en émergence, de démarrage, ça démarre, ça perce. Là, aujourd'hui, c'est des robots qui tournent dans les champs, c'est opérationnel, pleinement fonctionnel? Oui, bonjour à tout le monde. On peut dire qu'aujourd'hui sur la planète, il y a des centaines de robots des champs qui sont en fonctionnement. Ça veut dire qu'en l'espace de 10 ans, on a fait des très grands progrès, parce qu'il y a 10 ans, on va dire que c'était peut-être quelques dizaines. Mais si on regarde à l'échelle de, par exemple, combien il y a de tracteurs dans le monde et la maturité de ce marché-là, ou combien il y a, le nombre de ventes annuelles de tracteurs en France ou en robot, on est encore... ou de semoirs directs, ou de pulvées, voilà, on a encore du temps pour couvrir et répondre aux différents besoins sur les fermes à l'échelle de la planète.
Aujourd'hui, c'est principalement des robots. Alors, on met de côté les robots de traite, qui sont là pour le coup des choses qui sont très matures, bien connues et largement déployées en France notamment, mais ailleurs. Sur les robots des champs, comme tu l'as dit, j'ai oublié ma question, mais oui, on disait que c'était une offre en pleine croissance, mais sur ce le micro est plus. C'est bon. Tout part à volo là, d'un coup d'un seul. Non, voilà, j'ai retrouvé ma question. En termes de réglementaire, est-ce qu'aujourd'hui, ça y est, tout est calé, le réglementaire est calé, et on a une réelle autonomie aussi sur ces machines, ou est-ce qu'on est encore sur de la robotique qui finalement est pas pleinement autonome? On n'est pas en train encore de remplacer l'homme par la machine. Alors déjà, on est loin de remplacer l'homme par la machine, parce que même les robots les plus avancés en termes d'autonomie, c'est-à-dire des robots qui sont capables d'assurer leur sécurité et la sécurité des biens et des personnes autour, s'il n'y a personne pour les paramétrer, personne pour les lancer, personne pour les superviser, ça ne fera jamais un bon robot efficace. Après, la question sur ces sujets-là de l'autonomie complète, elle va commencer à se décider. Chez Naïo, on a fait des avancées très fortes dans le dernier semestre sur ce sujet-là, où on a des robots qui peuvent vraiment fonctionner sans surveillance au champ, et c'est certifié avec conformité conforme, CE. Voilà, conforme d'un point de vue réglementaire. On pense qu'il y a la majorité du monde de la robotique qui va aller vers ça, tout comme il y a des normes sur les routes, et pour pouvoir faire rouler certaines voitures, par exemple, de manière autonome sur la route, il y a encore du chemin à faire, mais par contre, il y a des normes et un cadrage. Merci en tout cas pour cette petite intro. Je vais garder ton micro parce qu'il va en manquer un pour le 4e intervenant, Frédéric Robert, qui travaille au sein de la plateforme LIA. Merci de l'encourager. Frédéric, la plateforme LIA, c'est ici, on est quasiment à la maison. L'IA pour Lien Innovation Agroécologie, c'est une plateforme qui est le support de développement de nouvelles connaissances et de ressources pédagogiques pour les lycées et j'imagine les écoles d'ingénieurs aussi à proximité, pas que, et au-delà, et les agriculteurs, voilà, parfait. Les thèmes, c'est l'agroécologie, l'environnement, la place de l'agriculture dans les territoires. Tu es en contact avec beaucoup de jeunes, et là aussi pas que. Ouais. En tout cas, les populations avec qui tu es en relation, quelle est leur vision a priori de la robotique agricole? Alors déjà, c'est plus une plateforme, c'est un groupement d'intérêt public maintenant. Donc on n'est plus à l'échelle locale, on est à l'échelle régionale. Donc on voit les élèves ici, mais on voit surtout des élèves maintenant un petit peu partout en région. Mais je crois que je te fais une réponse de Normand. Ça dépend en fait. De manière générale, dans l'enseignement, les questions de la robotique ne sont pas forcément très intégrées au moment dans les référentiels. Donc ça dépend beaucoup en fait de ce que les enseignants ont envie de travailler dessus. Donc c'est beaucoup aussi des questions, ce qu'on appelle nous des questions socialement vives, donc de discussion en fait. Voilà. Un peu vive, pour, contre la robotique, est-ce que c'est un intérêt ou pas, donc on est beaucoup tourné là-dessus. Donc il y a du débat au sein même des lycées agricoles. Il y a beaucoup de débats autour de ces questions-là, aussi dans un contexte que tu as cité aussi, qui est quand même assez particulier aujourd'hui dans le monde agricole, donc le coût, la valeur économique, sociale, de ce que savoir. Ça va dépendre aussi en fait de la nature des diplômes. C'est-à-dire que quand tu vas sur des diplômes, par exemple, type BTS, production horticole, où il y a des problèmes de main-d'œuvre, typiquement là, l'enjeu de la robotique est plus débattu, par exemple, que dans un diplôme où tu vas plutôt être spécialisé en production grande culture, où là aujourd'hui l'intérêt n'est pas encore ressenti, déjà clairement. Donc ça dépend vraiment en fait des situations. Et en école d'ingénieur, c'est aussi un petit peu pareil. Donc tu sais la liberté qu'ont les écoles d'ingénieurs de faire vis-à-vis des diplômes. Donc en fonction aussi des ressentis, des projets que tu vas avoir dans l'année, on va avoir des visions assez diverses, quoi. Voilà, très très diverses. Voilà. C'est pas par contre un sujet de préoccupation premier. Il faut pas le voir en premier. C'est pas le premier truc qui arrive qu'on discute là. Ouais, on pourrait imaginer aussi à l'inverse. Avec eux, hein. Moi je me disais un peu naïvement, les jeunes ils sont a priori intéressés par les nouvelles technologies, etc. Ouais. Et je me rappelle l'an dernier sur cette même scène avoir fait un bid total dans une conférence en essayant de mobiliser des étudiants d'écoles d'agro ou des lycéens qui se disaient franchement pour nous la robotique c'est pas notre truc. Je pense qu'il faut séparer le numérique de la robotique. Je pense qu'il y a deux choses un petit peu différentes là-dessus. Je pense qu'en effet, tout ce qui est outils collaboratifs, les outils d'aide à la décision, de pilotage, qui sont plus enseignés aussi parce que tu les intègres directement aux sciences agronomiques directes, quoi. Alors que la robotique, ça peut être plus lié aussi à des cours qu'on a dit agroéquipement. Et par exemple, l'agroéquipement n'est pas présent sur tous les diplômes. Là, il y a des BTS Sax, je ne dis pas de bêtises, vous n'avez pas d'agroéquipement. C'est une erreur, mais vous n'avez pas d'agroéquipement.
A priori. Mais ils ont le droit d'être curieux quand même. Merci d'être là, du coup. Je t'invite à t'installer et puis on va pouvoir démarrer après ces petites introductions avec chacun. Le premier thème, la robotique agricole est-elle adaptée à tous les modèles agricoles et économiques? Peut-être, Jean-Baptiste, en commençant par toi, je sais que les CUMA ont déjà expérimenté l'introduction, en tout cas testé des solutions robotiques à l'échelle régionale. Quelle est ta vision sur les coûts d'intégration qu'il faut prévoir, ou en tout cas les coûts, je ne te demande pas forcément des chiffres, mais on se dit il y a l'investissement initial, mais peut-être pas que. Quand on accueille un robot dans son exploitation, et puis on aura le témoignage de Jean-Luc sur la partie robot de traite, mais il y a peut-être d'autres coûts et une préparation à imaginer pour que le robot puisse exprimer son potentiel. J'ai pas un grand recul sur les robots au sein du CUMA pour le moment. On a fait des démonstrations soit en grande culture, soit en viticulture. On se heurte un petit peu pour le moment aux problèmes techniques parce que on a fait une démo dans le Tarn il y a 2 ans sur la viticulture avec un robot qui avait quand même, on avait réussi à rassembler beaucoup de viticulteurs. Hein, je crois qu'il y avait 120 personnes. Le problème, c'est que pas de réseau, donc le robot pouvait pas bouger. Et du coup, c'est pas que ça a mis un frein, mais les gens ont regardé ça en disant bon, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que le coût aujourd'hui, je sais pas, les gens ne sont pas encore à appréhender le coût. On est déjà sur un problème de gestion technique. Flavien, tu veux peut-être réagir sur cette logique, cette expérience de démonstration? Oui. J'imagine, je ne sais pas si on parle de Naïo, mais ça a dû arriver. J'étais en tant que journaliste justement sur cette journée. Et oui, c'est vrai que malheureusement, le robot avait besoin de la 4G. Je ne sais plus si c'était pour assurer sa position. C'était pas un Naïo, mais bon, voilà, il avait ce problème-là. Et quelque part, on se retrouve dans une situation où le robot est dépendant d'une couverture télécom. Ce qui n'est pas idéal c'est pas facile sur toute la planète. Il y a des continents sur lesquels ça pourrait être très compliqué. Et en fait, ça pose le problème de tout ce qu'on peut demander éventuellement de progrès au monde agricole. Si on ne leur fournit pas le moyen de déployer le progrès, c'est pas simple. Quand on a passé la PAC un peu dématérialisé avec beaucoup d'accès à Internet, il y a des paysans qui ont dit mais moi quand j'essaie de le faire, j'ai pas assez de débit pour afficher les sites Internet. Donc déjà, on imagine que faire tourner un robot dans ces conditions-là, c'est encore peut-être moins facile si ce robot est dépendant de... Je pense que le souci de cette démo qu'il y avait eu a été corrigé. Corrigé depuis, Mais c'est vrai qu'on peut se retrouver avec des zones blanches, et comme c'est très très mal traité par les pouvoirs publics, en France en tout cas, la définition d'une zone blanche est totalement drôle. Et bien, en fait, on se retrouve avec du manque de moyens. Jean-Luc, je reviens sur ma question. On l'a dit avec ton cas particulier, sans vouloir remettre le couteau dans la plaie, hein, sur la robotique et le robot de traite en l'occurrence, que je sais que ça n'a pas été un moment facile. Mais justement, est-ce que vous aviez anticipé tous les coûts, tous les changements associés? S'il te plaît, je voudrais essayer de créer un petit peu et rebondir. J'entends la discussion, on fait un essai de robot avec les CUMA du Tarn. On a un problème en 2023, peut-être c'était, ou 2022, de couverture réseau. Transportons-nous peut-être quelques années plus tard, et donc je ne sais pas, 2000 plus tard. Et là, on aura de la couverture réseau partout, parce qu'on aura de la 10G facile. Et par contre, on peinera à faire des essais à la CUMA du Tarn avec des tracteurs vintage qui tournent au gasoil, mais on a des problèmes à trouver du gasoil en 2000 plus tard. Et voilà, donc ce ne sera plus un problème de couverture réseau, ce sera un problème de couverture carburant, peut-être énergique. Sauf à être tout à l'électrique et avec des sources énergétiques voilà, donc voilà, mais c'est pour... Oui, j'entends, c'est peut-être pas le vrai problème sur cette question du 4G, parce qu'effectivement les choses vont évoluer, mais je reviens sur la question quand même du coup de l'intégration.
d'un robot dans une exploitation, c'est pas forcément... Bon, le robot de traite, nous avions, pour tout le monde. nous étions associés, à 3 associés, parce qu'on avait compris que pour vivre, je venais de me marier, enfin, je mariais des enfants, dégager un peu de une temps de vie travail, de famille, dégager un peu de temps, etc. Donc je me suis associé, on a fait un groupement avec 2 autres collègues, même 3 autres collègues. Et l'idée, c'était de faire du volume pour peser au sein de la laiterie, parce qu'on croyait que pour gagner plus, il fallait en faire plus. Et donc, on a pratiqué cette doctrine bien avant qu'on l'entende quelques années après à la télévision. Et notre souci, c'était la salle de traite. La salle de traite, voilà, on passait 3h30 le matin et 3h30 le soir. Du coup, quand on sortait de 3h30 de traite, il fallait un moment pour se remettre, donc on va manger à midi, et un peu de se remettre aussi, il faut repartir à la traite. Donc voilà, donc, le maillon faible, c'était la traite. Oui, qui reste une astreinte quand même chez beaucoup d'éleveurs, 2 traites par jour Voilà. dans la plupart des systèmes. Passionné d'élevage, éleveur et tout, pas de souci. Moi, le côté techno, voilà, et on part au Space à Rennes, voir pour aménager notre bâtiment et tout, puisqu'on avait de la dynamique, on était jeunes et tout ça. On voit un semi-remorque dans le Space, des Hollandais qui venaient présenter le robot Lely. Ouais. Et là, il y avait, mais alors, j'ai pas malheureusement vécu quand Jésus est arrivé avec tout le peuple autour, mais là, c'était exactement pareil. Il y avait un gars qui, comme le Messie, quoi. Comme toi tenais le micro, présentait son robot, le robot Lely. Et là, il y avait toute une foule d'agriculteurs. Et ça répondait a priori à tous les problèmes. Mais si on va jusqu'à la et là, fin de l'histoire pour pas refaire controverse. tout le truc... Il y avait la vraie controverse. Ouais, mais attends, moi je veux le voir. Regarde, il s'est loupé la cellule, il a loupé le crayon. C'était des crayons en plastique, c'était des tétines de poupoirs qui étaient renversées pour simuler une mamelle. Et hop, il s'est loupé, je l'ai vu, il se l'est loupé, crac, voilà. Comme, il capte pas, et voilà. Donc là, il y avait la critique, la controverse. Oui, mais qui est sur un plan, on va dire, technique. Et nous, la question a été résolue. on était comme ça, on regardait. Punaise, j'ai dit, mais attends, mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. On va voir le gars, une fois que le show a été arrêté. On lui dit, non, mais ton truc, c'est sympa, mais j'aimerais le voir avec une vraie vache. Écoutez, si vous voulez, 19h, on part chez monsieur et madame Liberge, premier robot de traite, voilà. Et on va à la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire, c'est ça qu'il nous faut. Ouais. Et finalement, 5 ans après, là où je veux en venir, c'est que ça n'a pas forcément été adapté dans ton cas particulier, juste pour, non pas qu'on raconte ton histoire à toi, mais qu'on comprenne les questions sous-jacentes. Pourquoi quelles sont les questions qu'on doit anticiper pour intégrer un robot de traite chez soi? Ça ne convient pas nécessairement à tout le monde et à toutes les exploitations. Parce qu'en fait, on l'a intégré... Alors même que tu es fan de robots. Oui, on l'a intégré pas au bon moment. Le train, il faut l'attraper quand il passe. Il ne faut pas l'attraper trop tôt, mais trop tard, c'est trop tard, il est passé. Et là, en fait, on le voulait, enfin voilà, et nous, il nous fallait une solution, et donc voilà. Et donc le premier commercial qui avait ça en poche a vu ceci, ils sont prêts à acheter, la banque avait les su. La banque... Donc c'est un problème de robot et de performance technique du robot ou d'adéquation du robot à ton système d'exploitation? C'est là où je veux en venir. Je pense que l'adéquation technique, la machine était inadaptée à son travail de traite. D'accord. Pour être clair, la vache arrivait, elle se faisait laver la mamelle. Pendant ce temps, donc, l'ocytocine était déclenchée, elle était excitée pour donner son lait, et l'autre, il n'arrivait pas à trouver les mamelles. Entre-temps, Jean-Baptiste, ces solutions techniques, elles ont été réglées, et pour autant, toi, tu ne te dis pas en tant qu'agriculteur, éleveur laitier, si je ne dis pas de bêtises, ou j'ai une bêtise? Tu te dis pas génial, comme Jean-Luc il y a X années, tu te dis pas génial banco, ça me soulage ma contrainte? Non, parce que je suis pas du tout déjà dans cette démarche de dire il faut produire plus pour vivre. Bien au contraire, j'aimerais qu'on puisse produire moins pour mieux vivre. Et moi, je me débat avec un troupeau de 35 vaches laitières, moi et ma femme, parce qu'on est en GAEC. Et c'est vrai qu'un robot, d'un point de vue financier, c'est inabordable pour une exploitation comme la nôtre. En plus, je fais du pâturage tournant, donc c'est-à-dire que je sors mes vaches à l'herbe tous les jours sur un parcellaire d'une 50aine d'hectares. Donc, j'ai plus de surface, mais accessible aux vaches, disons. Donc, il faut beaucoup de temps pour aller les chercher, les ramener. Donc, c'est impossible à envisager avec un robot.
Et du coup, non, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on veut. Et moi, la traite, j'ai une très vieille selle de traite qui date des années 80. Il y a 4 bosses de chaque côté, sans décrochage. Il y a que les pulsateurs qui sont électroniques, le reste n'est pas. Mais ça me prend 40 minutes de traire matin et soir. Alors c'est vrai que c'est une astreinte. C'est vrai que si j'étais associé avec quelqu'un d'autre que ma femme, peut-être qu'on pourrait aussi alterner les traites. Mais c'est pas spécialement un souhait de ne plus traire. Parce que c'est un moment particulier, la traite. C'est ce moment de surveillance qu'on a sur les animaux. Moi, je me suis formé sur des robots quand j'étais en service de remplacement. C'est vrai que le travail n'est pas le même. C'est-à-dire qu'il faut adapter ses surveillances, son observation des troupeaux à d'autres moments. Et finalement, moi, le fait de le faire pendant la traite, ça me convient plutôt bien. Oui, donc en fait, c'est presque une astreinte choisie dans ce cadre-là. Et tu organises ton temps de travail autour de cette astreinte qui est maîtrisée dans le temps. Frédéric, est-ce que, on l'a évoqué là, avec l'idée du pâturage tournant, est-ce que, alors je ne sais pas si je te pose une colle, j'espère pas, le robot de traite, justement, peut s'adapter à ce type de système, ou est-ce qu'on est plus classiquement sur un système maïs, ensilage il faut replacer ce que c'est un robot. Un robot, c'est un moyen de production, c'est pas une finalité de production. C'est-à-dire que ça va répondre avant tout, un moyen répond à une stratégie économique d'une entreprise. Voilà, donc on voit de plus en plus de robots mis en place quand même sur l'exploitation, malgré tout. Alors quand on les voit, ces robots, c'est plutôt en effet dans des systèmes en fait où les vaches ne sortent pas trop en fait, parce que ce qui est compliqué, comment tu fais pour gérer un flux entre des parcelles que tu as à l'extérieur et à l'intérieur. Ouais, parce qu'on le répète, la vache, le principe du robot de traite, c'est qu'elle se fait traire quand elle veut. Ouais. Et c'est la force du robot, pour le coup. Après, je partage aussi le fait quand même de l'observation du troupeau, parce que je pense que c'est pareil toi, tu as gagné du temps. Tu as gagné du temps que tu as mis à l'observation du troupeau, mais sûrement pas, tu n'as pas gagné beaucoup de temps dans ta journée avec un robot de traite. Non, justement, en parlant du temps, mon voisin disait j'aime bien le temps de la traite, les moments de traite. Avec le robot, l'avantage c'est H24 entrée. C'est-à-dire il fallait y être H24 nuit et jour, il fallait être là pour l'assister parce que c'était une catastrophe. Oui, ce qui est encore une fois, depuis voilà, les choses se sont bien améliorées. Si on revient sur le robot de traite, du coup, là où on voit où ça marche, on avait discuté d'ailleurs en aparté, c'est quand tu vas avoir des stratégies aussi où tu peux avoir de la transformation à la ferme, de la valorisation aussi du lait qui est autre, avec une valeur qui est un peu différente, et tu peux gagner aussi un petit peu de temps pour te remettre sur un atelier qui là, a besoin aussi de main-d'œuvre, qui fait gagner de l'argent aussi supplémentaire, on ne va pas se tromper, l'acte de commercialisation est important, quand on n'est pas nombreux aussi, ça peut être aussi une espèce d'hybride qu'on peut avoir là-dessus. Mais après, on a aussi les situations inverses qu'on voit, c'est-à-dire qu'on peut avoir des systèmes en herbe où on a des robots, dans le Jura c'est le cas, si je ne dis pas de bêtises. Après, on voit aussi des systèmes inverses, qu'on va déplacer des plafonds, c'est-à-dire qu'on va avoir des quotas laitiers extrêmement élevés. On n'a plus de quotas laitiers, il faut dire quotas laitiers, mais qu'on va dépasser le 1,5 million et tout, on sort du robot pour revenir à des manèges. On sort du robot pour revenir à des manèges, en fait. Pour revenir à des manèges tournants. Parce qu'en fait, en termes de rapidité d'exécution aussi, on a fait, je ne sais pas de bêtises non plus, je pense, mais un robot, quand on va dépasser 50, 70 vaches, ça commence à être. Voilà. C'est intéressant. Donc et donc on va avoir aussi des plafonnements. Des systèmes hollandais, par exemple, reviennent aussi à des manèges pas mal là-dessus. Donc on imagine très vite, effectivement, le robot, c'est pour les grosses exploitations. Et en fait, quand ça dépasse un certain seuil, à l'inverse, c'est plus adapté. C'est ça que je comprends. Ouais. Tu peux avoir c'est pour ça que ça reste des systèmes hybrides quand même. Voilà. Donc on a beaucoup parlé. Je pense encore une fois, ça dépend. Si le projet est mal ficelé à la base, c'est pas en mettant un robot que tu vas réussir à sauver quoi que ce soit. Soyons clairs, tu enterres l'exploitation avec. Par contre, si tu réfléchis à une stratégie de valorisation, que tu as intégré le robot, je pense que c'est peut-être dans ces situations-là où la place est la plus adaptée et il y a un peu plus de fiabilité aussi maintenant dans les robots qu'il y a. Oui, il y a quelques années. Donc on retient quand même un enseignement, on ne sauve pas un élevage avec un robot. C'est en tout cas. Non, et puis avec les situations qu'on a à l'heure actuelle, il faut se rendre compte quand même en effet les fondements du lait. Et, voilà. Difficile. Flavien a beaucoup parlé d'animal. Donc Naïo fait plutôt des robots des champs, encore une fois, comme tu l'as dit. On imagine le robot s'intégrer parfaitement dans une stratégie d'agriculture de précision où je viens apporter la bonne dose au bon endroit, au bon moment, on va dire optimiser un système existant. Mais on parle de plus en plus, et c'est même inscrit dans la loi, au moins en France, d'agroécologie. Donc d'orientation de processus écologiques à des fins productives avec des systèmes de culture plus complexes, des rotations plus longues, des associations de culture. Tu me vois venir, est-ce que le robot il est en capacité de gérer cette complexité? Le robot peut apporter des solutions, pas toutes, pour répondre aux enjeux de l'agroécologie. Il faut dire que l'agroécologie c'est aussi
remettre encore plus de vivant et du Plus travail de vivant. diversité, quoi. On s'éloigne de modèles standardisés. Oui, mais même dans des modèles standardisés comme des vignes, si on commence à mettre des couverts végétaux dans toutes les vignes et qu'on a des couverts végétaux qui sont très très massifs, très élevés, très robustes, il est possible qu'ils se heurtent aux règles de sécurité sur les robots. L'exemple type, c'est d'avoir un robot à l'avant qui a une barrière sensible, un coussinet, et d'avoir une végétation qui a tellement poussé et qu'on n'a pas pu l'enlever. On a le robot qui va buter. Alors il y a des gens qui vont dire ouais, alors du coup le robot n'est pas compatible avec l'agroécologie. Non. Le robot, s'il y a quelqu'un qui passe avec un tracteur avant pour régler le couvert, le robot va pouvoir faire toute la saison de désherbage mécanique. Donc il faut savoir s'adapter et surtout il faut savoir dire que le robot est un outil, il peut s'intégrer, venir aider sur certaines tâches, dégager du temps et même couvrir des tâches auxquelles on ne pensait pas. Un exemple, c'est est-ce qu'aujourd'hui un chauffeur de tracteur accepterait de passer une RC trille pour faire du désherbage à très basse vitesse, à 1 km/h, avec très peu de pression pour aller taper les adventices à un moment où même la culture elle est toute émergente? Est-ce que quelqu'un accepterait de faire la journée à 1 km/h dans un tracteur? Personne. Par contre, le robot, lui, si on lui dit tu vas faire le champ à 1 km/h parce qu'agronomiquement, c'est ça qu'il faut faire, le robot, il ne va pas râler. Et si on le remet 10 jours après dans la même parcelle, il ne va pas râler. Et dans la vigne, je ne dis pas que les travailleurs sont des râleurs, c'est vraiment pas mon propos. Mais en gros, ce temps libéré à faire ces tâches, on va permettre à des personnes qui aiment leur métier d'aller sur des tâches à plus grande valeur ajoutée et d'aller sur des tâches où ils vont quelque part, leur métier va leur paraître encore plus valorisé. Jean-Baptiste, du coup, est-ce que tu es sensible à ce type d'argument? J'imagine, on l'a dit, tu es éleveur, c'est peut-être ta priorité, tu as aussi des fourrages à conduire, des cultures peut-être à côté. Tu te dis pas, bah tiens, je pourrais déléguer certaines tâches à ce robot-là, ou tu considérerais que ça t'ôte une partie de compétences qui te tient particulièrement à cœur peut-être? Je ne sais même pas trop quoi répondre en fait. Dans ma démarche, de toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui cherche la rentabilité à tout prix. Et cette approche-là... tu cherches peut-être la marge plus que le chiffre d'affaires, pour le dire autrement. Oui, et puis, comme on l'a dit, le respect de la biodiversité, puis le plaisir de faire les choses aussi. Donc, parce que la question que je me suis posée en arrivant ce matin ici, c'est de regarder ces robots tourner là, et de se dire... moi, personnellement, j'ai 50 ans et j'ai construit le fait d'être agriculteur sur le fait de faire les choses, pas de les voir faire. Et c'est vrai que, mais ça m'est personnel, j'ai peut-être du mal à passer ce pas-là. Ce qui est, enfin, encore une fois, il n'y a pas à t'excuser. Non, mais... c'est aussi pour ça qu'on t'a proposé de participer à cette table ronde, pour qu'on comprenne que, encore une fois, la robotique n'est pas une évidence pour tout le monde, ni même pour tous les systèmes agronomiques ou économiques. Je me tourne vers la salle, parce que voilà, pour cette première séquence autour de l'adéquation de la robotique agricole à différents modèles socio-économiques et agronomiques, est-ce qu'il y aurait une question dans la salle, une interpellation, un questionnement que vous aimeriez faire? Madame, j'arrive avec le micro. Je vous laisse vous présenter. Alice Texera, je viens du Portugal. Je suis coordinatrice d'un centre de compétences de lutte contre la désertification. Et je viens parce que je travaille avec une équipe de l'université qui font des robots. Question. La plupart d'entre vous sont agriculteurs, 2 sont agriculteurs et les autres travaillent avec des futurs agriculteurs. Pour moi, un agriculteur, c'est un métier noble. C'est un métier, point. En premier, il faut qu'il gagne de l'argent, mais aussi parce qu'il faut qu'il préserve son écosystème, etc. En ce qui vous concerne, qu'est-ce que, et comme dans ces chaussures-là, je ne sais pas comment dire en français, dans cette position, qu'est-ce que quand vous pensez à votre préoccupation envers l'environnement, qu'est-ce qui vous énerve
qui continue à se faire et qu'est-ce que vous aimeriez que le robot, autre chose quelconque, vienne solutionner? Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple comme consommateur d'eau. À chaque fois que je pousse le bouton du WC, ça m'énerve. Voilà, mais ça c'est une autre chose. Vous, comme agriculteur, avec cette fonction-là, qu'est-ce qui vous énerve et que vous aimeriez que les robots viennent résoudre? Donc, en gros, je reformule la question. Le robot est une baguette magique. Vous avez une problématique environnementale à régler qui vous tient à cœur. Quelle est-elle? Alors, je prends la réponse. Je voudrais rejoindre ce que disait Fabienne tout à l'heure. Après le robot de traite, nous avons réalisé un robot pour cultiver nos champs. Donc, je suis agriculteur à côté de Pau, et la production, c'est essentiellement du maïs ou du soja et des fèves-rolles. Et nous avons réalisé ça pour notre exploitation personnelle et bien entendu dans un but, parce que je pense que l'avenir va vers là et donc dans un but futur de pouvoir le commercialiser. On a réalisé l'an passé une parcelle de 5 hectares sur notre exploitation entièrement mise en culture par le robot. De la même façon que pour les vaches, on n'a jamais été autant présent sur la parcelle pour regarder, attention, voir comment il faisait, est-ce qu'il le faisait bien, là il s'est cassé, il a fallu qu'on répare, enfin on a été vraiment présent. Par rapport à la biodiversité, je me suis aperçu que ce nouveau métier, il faut ou façon de travailler, il faut la penser. Il faut mieux qu'on laisse un chêne, un arbre au coin du champ pour s'y mettre à l'ombre, quand ça va très bien pour s'y faire un petit cluc, comme on dit chez nous, une petite sieste, ou quand ça va mal, qu'on puisse surveiller le robot, ou qu'il pleuve, qu'il se met à tomber 4 gouttes, se mettre à l'abri des feuilles de l'arbre. Donc dès là, je me suis dit, est-ce qu'au moins on ne revient pas en arrière? Et j'ai discuté avec, pas dans un amphithéâtre, mais avec des voisins qui venaient, des agriculteurs qui s'arrêtaient pour me dire quand même bonjour. Mais ton robot, punaise, mais ça me sort mon boulot, mon plaisir d'être sur le tracteur, de travailler ma parcelle, de regarder les voitures qui passent, de leur faire un bonjour en passant. J'ai dit, mais attends, mais si tu as envie de faire du manège, il vaut mieux que tu ailles à Center Park ou au Futuroscope à Poitiers, si tu as envie de sensations fortes. Ici, tu t'abîmes le dos, tu respires des produits phytosanitaires quand tu pulvérises. C'est pas... Mais bon. Ce que je retiens, c'est que c'est pas tant une question environnementale qu'une question de confort de travail, de type de travail, de bien-être au travail. À l'inverse, qui a motivé ton investissement. Nous sommes allés présenter le robot dans le vignoble. Et là, tout à fait différent, la réflexion, les vignerons nous disent « Ah, punaise, mais ça c'est vraiment ça qu'il nous faut parce qu'on travaille à 2 km/h, on ne peut pas trouver un chauffeur parce que ça les énerve pour revenir, de rester dans la cabine à surveiller que la machine va bien. Si la machine va bien, ils se hasardent à faire un SMS sur la longueur de vigne à taper. En tapant cet SMS, ils accrochent la palissandre, ils font suivre le patron, hop, ils arrêtent. Non, mais pour moi, ce n'est pas ce boulot que je veux faire. Et là, ils nous disent, avec ça, finit ce problème, ça nous sort ce problème. Parce que sillonner des vignes, pas voir personne, que des pieds de vigne, enfin voilà. Ah oui, mais c'est intéressant. Frédéric, si tu veux réagir, donc la question était sur la question environnementale et la réponse est sur la qualité du travail. On va essayer de parler des deux, mais en fait, c'est les agriculteurs, ils connaissent quoi. Parce que ce que tu compares, c'est pas tout à fait la même chose pour moi. Je partage ce que tu disais toi, Jean-Baptiste, tout à l'heure, c'est que l'agriculteur, quoi qu'il arrive, il y a un acte fondamental qui le lie sur l'animal, sur la production. Donc sur certains... voilà. Moi, par exemple, je suis aussi agriculteur, je suis plus réactif. Ne pas être présent à mes récoltes, je ne peux pas l'imaginer. Ça, c'est vraiment pas possible. Tu vas travailler toute une année pour ça, tu es présent. Les semis, beaucoup d'agriculteurs céréaliers vont avoir du mal quand même à déléguer le semis parce que c'est l'acte stratégique sur lequel tout se passe. Et par contre, c'est pourquoi la vigne, c'est parce que c'est fastidieux. Tous les travaux qui sont répétables, la répétabilité, le maraîchage, le pire métier qui existe dans le maraîchage, désherber une carotte. Mais quel métier horrible.
Voilà. Et donc là, forcément, il y a besoin. La vigne, quand on va désherber l'intercept, pareil, c'est quand même hyper chiant. Et on va même dire les phytos, le nombre de passages que tu as sur la vigne en bio et conventionnel. Hein. La répétabilité, à un moment donné, d'un truc qui a un sens qui est moyen, tu vois. Voilà, c'est ça, en fait, qui va jouer, je trouve. Et donc, en effet, j'entends très bien, quand on va être céréalier, je pense que ça va être des endroits un petit peu difficiles. Alors après, ça dépend de l'état des exploitations et tout. Quand tu vas faire du désherbage mécanique, comme tu disais, ça va dépendre typiquement aussi du profil de l'agriculteur. Mais par contre, je pense qu'il va traverser un petit peu tout, c'est l'astreinte. C'est quand tu vas avoir une astreinte qui est très forte, qui a en plus un temps humain fort, qui n'est pas forcément valorisé, là, je pense qu'il y a de la place pour la robotique. Pour le reste, je pense qu'on est un peu tendre encore pour moi. Jean-Baptiste, une réaction à cette question sur la notion même d'astreinte ou d'énervement, d'agacement sur... toi, tu es en bio, mais en bio, il y a aussi des traitements. Est-ce qu'il y a là aussi un agacement que tu aimerais pouvoir soulager par la robotique un jour? Alors, j'ai pas de pulvé, et pour répondre à votre question, moi, le seul robot qui me plairait, c'est celui qui repousse le pulvé du voisin quand il s'approche trop près. Mais à part ça, non, moi, j'ai pas cette vision-là encore une fois, parce que mon travail, moi, il est tellement divers. Comme tu le dis, il n'est pas répétitif. Ma journée, elle peut être... je peux aller faire des clôtures, je peux aller passer le broyeur, je peux faucher, je m'occupe de mes vaches. Cette diversité-là, j'ai pas une attente qu'un robot le remplace. J'ai plus d'attente d'avoir quelqu'un qui me remplace pleinement, c'est-à-dire complètement. Un remplacement, quoi. Un remplaçant. Pour que tu puisses partir en vacances ou faire des loisirs. Faire autre chose. Et dans ma vie, partir en vacances, m'occuper de mes enfants. Et aussi pouvoir participer aux diverses réunions qu'on a. Et aussi faire du développement. Parce que c'est aussi un nœud du problème, la robotique. C'est que cette part d'innovation, moi, ce qui m'intéresse dans l'innovation, c'est l'innovation qu'on peut faire ensemble. Et je trouve que, à la limite, si un robot pouvait nous apporter quelque chose, c'est pouvoir se libérer du temps pour pouvoir faire cette innovation. Flavien, tu veux réagir à ça justement? Je disais, Flavien, tu veux peut-être réagir à ça justement, et ça nous permet de glisser vers la deuxième thématique de cette table ronde sur la question de la dépendance ou au contraire de l'autonomie que confère le robot. Non, juste une petite réaction pour combiner le sujet d'avant, agroécologie, et qu'est-ce qu'on pourrait supprimer qui agace. L'enjeu, c'est vraiment de savoir comment aujourd'hui les nouvelles générations d'agricultrices et d'agriculteurs veulent vivre, mais à l'échelle planétaire. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, comme ça a été le cas cette année où en France on a fait des semis de céréales dans des conditions catastrophiques parce que les sols étaient trop gorgés d'eau, donc mauvais semis. Est-ce qu'on peut dire que dans les situations critiques, les robots ne seraient pas là pour aider parce qu'ils sont plus légers, parce qu'ils tassent moins les sols? Et du coup, en fait, en ouvrant davantage les fenêtres climatiques grâce aux robots, déstresser et baisser la pression qu'on a à tout réussir ou à tout faire très vite, quoi. L'enjeu de la robotique, il est aussi là sur le confort mental, même si ça peut paraître bizarre, mais dans les vignes, il en a parlé. Enchaîner 8 heures d'affilée dans des vignes à avoir peur de mal régler l'outil ou de s'endormir et taper et arracher toute une ligne de vigne, mentalement c'est très dur. Et les gens qui font ça, c'est pénible, quoi. Pour revenir sur l'exemple du robot de traite, on entend aussi des histoires d'agriculteurs qui se sentent harcelés en fait, par les alertes générées par le robot de traite et qui du coup s'en détachent. Et donc c'est un peu le contrepoint de ce que tu évoquais. On dit on prend un robot pour s'alléger de la charge mentale, mais Jean-Baptiste, je ne sais pas si tu as des cas en tête de collègues. À l'inverse, c'est un peu en générer de nouvelles peut-être, de nouvelles charges mentales. Justement, un des enjeux de l'innovation dans l'agriculture depuis 60 ans ou plus même, c'était effectivement d'alléger notre charge physique parce que ça restait un travail très physique. Et j'ai l'impression qu'avec le coût de la technologie aujourd'hui, notre charge physique, elle s'est déplacée vers une charge mentale. Et avec une charge physique, finalement, on dort bien la nuit. Avec une charge mentale, pas trop. Finalement, le repos, on a du mal à le trouver. Et effectivement, on a vu qu'avec des robots, mais je suis d'accord de dire aussi qu'avec l'évolution de la technologie, tout ça marchera beaucoup mieux dans l'avenir. Donc, mais on a connu des gens, effectivement, qui, en voulant diminuer leur astreinte, se sont créés une charge mentale telle que leur situation personnelle faisait qu'ils étaient moins bien avec un robot dans les tables que quand ils allaient traire 2 fois par jour. Ouais. Jean-Luc, que je te fasse réagir là-dessus, en tant que concepteur de robots, comment tu gères cette question-là? Tu es toi-même agriculteur.
l'objectif, c'est pas de te rajouter à toi ou à tes futurs clients ou à tes clients actuels de la charge mentale. Est-ce qu'il y a une façon de concevoir le robot, peut-être un robot plus low-tech, plus robuste, un peu plus... il ne sait pas tout faire, mais ce qu'il fait, il le fait bien, de façon à ce que ça ne vienne pas générer des pannes, du stress et donc de la charge mentale? Alors, je valide tout à fait l'histoire de la charge mentale avec le robot de traite. Exact, mais peut-être que quelque part j'aimais ça, puisque j'y reviens, je ne sais pas. Une forme de masochisme. Je vais ressortir d'ici avec une pile de questions. Je me suis fait une séance de psy chez Pierre Compère. Putain, ils te m'ont foutu la tête à l'envers. Mais tout ça est intéressant, non, moi je me retranche vers le robot. Ça s'appelle le robot, ok, c'est un outil. Et un outil, c'est le stylo pour écrire, c'est l'aspirateur pour sortir la poussière, c'est un outil. Et ni plus ni moins. Ni plus ni moins. C'est pas un outil de surproduction, parce que je suis dans la même philosophie que Jean-Baptiste. Je préférerais qu'il y ait beaucoup plus d'agriculteurs que beaucoup plus de... enfin voilà... de machines. Ça ferait beaucoup plus de clients potentiels en plus. mais voilà, le robot, voilà, ça ne doit pas être un ennemi, c'est un outil, voilà... j'ai mémorisé aussi que c'est un outil pour les tâches pénibles, les tâches ennuyeuses. Le semis, pour moi, c'est pas une tâche ennuyeuse, parce que surtout, je veux surtout pas déléguer à personne mon petit peu semis à moi. Mais c'est vrai que je le délègue au robot. Et je vais me poser des questions en repartant. Frédéric, sur cette question de la charge mentale, est-ce que c'est aussi des choses que tu as amené à étudier au sein alors je peux pas dire plateforme, mais c'est un enfer. Enfin, aujourd'hui, dans lequel on est en train de parler, je pense en effet, la question de l'endettement, le prix de l'agroéquipement qui a pris 40% en 3 ans, bizarrement ça a pris 5%, je crois, là. C'est bizarre à quel point ça n'a pas augmenté pareil. Ça aussi, c'est une autre question qu'il faut se poser, l'évolution vraiment du prix de l'agroéquipement aujourd'hui, qui est inaccessible. On est plus en location-vente qu'en achat maintenant, donc ça pose des questions aussi sur les exploitations, les niveaux de rentabilité qu'il va falloir atteindre pour pouvoir rembourser les charges de structure qui sont inatteignables. Donc il va y avoir en effet une question low-tech, high-tech qui va se poser par rapport à tout ça. Et moi je reviens, c'est-à-dire que s'il y a de la valeur ajoutée, il y a une place. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y aura pas de place. Donc c'est lié à un modèle économique. Point. Flavien, est-ce que justement tu as des retours d'expérience de clients sur cette question de la charge mentale, la capacité à rembourser, le stress que ça peut générer? Comment on accompagne ces clients dans l'adoption d'un robot pour éviter justement tous ces désagréments? Ouais. Alors, sur un robot maraîcher comme le Oz, qui a 10 ans maintenant, il y en a plus de 300 là, qui a été en production, qui a été produit et vendu, on a quand même beaucoup de clients qui disent... je fais les calculs, ça vaut... aujourd'hui, c'est autour de 30 000 euros. Il y a aussi des aides, faut pas l'oublier, de France Agrimaire, mais si je fais le total de ce que ça me coûte, si jamais je le paye cash ou en emprunt, il y en a qui disent, au bout de 2 saisons de maraîchage, il est remboursé. Alors, je dis, comment vous faites ce calcul? Ils disent, c'est pas compliqué, j'ai pas de salarié, j'en trouve pas. Et le coût d'un salarié chargé à l'année, c'est ça. Donc j'ai 6 mois de production dans l'année. Voilà, en 2 saisons, j'ai remboursé mon robot. Et donc là, tu es en train de dire qu'on remplace un robot par un salarié potentiel. Mais c'est peut-être le potentiel, le terme important. Ouais, non, en fait, c'est pas ça. C'est vraiment des gens qui disent, tiens, le salarié est parti parce qu'il a voulu faire autre chose dans sa vie. J'ai beau avoir des annonces, ça fait 4 mois que j'attends, je trouve personne. Donc je mets ce robot-là en place. Et derrière, en fait, économiquement... Et c'est quelque chose qu'on a aussi du mal à chiffrer, et je sais, moi, tous mes collègues le demandent. Quand je vais leur tendre le micro un peu, ou je vais essayer de comprendre pour faire un témoignage, tout le monde me dit, ouais, c'est pas forcément que le coût économique. Alors je dis, quand même, vous investissez, sur les gros robots, c'est 200 000 euros, un gros robot. Et les gens, en fait, ce qu'ils veulent pas calculer, mais qu'ils sentent, en fait, c'est tout le temps gagné, il a une valeur. La vraie question, c'est est-ce qu'un agriculteur dit, je vaux 9 euros de l'heure,
10 euros de l'heure, 20 euros de l'heure ou 40 euros de l'heure. Et là, on peut commencer à faire des tableurs. Mais peut-être qu'un agriculteur, en fait, il devrait dire je vaux 40 euros de l'heure et mon travail vaut 40 euros de l'heure. Et là, on commencera à se dire, oh purée, mais en fait, le robot, ça vaut vraiment le coup. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Ce qu'ils disent, c'est que le temps dégagé, quand il passe à autre chose, ça peut être la préparation du marché, des caisses, ça peut être l'irrigation, ça peut être gérer les plants dans la serre d'une meilleure façon. Et ça fait vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Et il y a juste, je vois que tu reviens, il y a juste un truc qui m'a interpellé, c'est qu'il y a des agriculteurs qui en sont déjà à se dire avec le robot, mais je peux faire des choses que jamais j'aurais fait à la main. Exemple, j'ai semé des carottes dans ma serre, je vais aller semer des radis pile entre les carottes. Et c'est les radis qui, pendant 20 jours, vont empêcher les adventices des carottes de pousser. Je vais récolter mes radis et ensuite j'enverrai le robot. Alors qu'il aurait pu directement envoyer le robot. Mais en fait, sur 1 mètre carré, il a mis 2 productions. Donc il a rajouté de la biodiversité et en plus, il augmente la production. Et derrière, grâce au robot, parce qu'il n'a plus la tâche de désherbage, il maîtrise mieux sa production parce qu'en calibration de légumes, il les vend tous et il ne se fait pas dépasser par la pousse de toute la salle. Ça, je l'entends pour un petit robot qui coûte 30 000 euros, où les questions d'endettement sont moins lourdes, et puis sur un robot en plus qui est Ose, il a plus de 10 ans, voilà, c'est quelque chose qui est robuste, les technologies sont banalisées au sein de Ose, même si ça reste un super produit probablement. Mais pour des robots plus importants à 200 000 euros, est-ce que ton raisonnement il tient encore la route? Ben là, on a des cas en Charente, certes, il y a le cognac, mais on n'a pas que des clients dans ces zones-là, mais on a des gens qui disent quand le robot travaille et fait le travail du sol, mes salariés font autre chose. Et j'ai des salariés qui n'auraient pas été tractoristes. Par contre, ils ont aimé gagner en compétences avec ce robot. Donc, quelque part, il a ses salariés qui sont plus contents parce que c'est vrai qu'entre leur smartphone, leur PlayStation et le robot, ils sont dans un monde qui leur va bien. Ils sont plus heureux au travail. Alors qu'on se dit, purée, on a amené un robot qui, quelque part, pourrait le remplacer. Non, ils sont contents. Et en fait, toutes ces choses-là qu'on ne mesure pas, en fait, ça fait partie du métier et du travail. Et tant qu'on ne dira pas à 1 heure de viticulteur ou de salarié viticole vaut tant, et parce que le robot travaille, cette heure-là est mieux valorisée, c'est sûr que ça pourra paraître bizarre à certains. Mais s'il y en a qui achètent, c'est parce qu'ils voient bien que la valeur ajoutée apportée par le robot, elle y est. Un rapport à la tâche en question qui est assurée par le robot, qui est lui aussi considérée dans ces cas-là comme une tâche, on va dire, astreignante. Je rebondis sur ce que disait Jean-Baptiste. Dans ton cas, du fait de la diversité, justement, on ne voit pas cette tâche astreignante. En tout cas, tu ne vis pas cette tâche astreignante probablement de la même façon. C'est ça aussi que je retiens de ton propos tout à l'heure. Le salarié qui... Est-ce que ça, le salarié, peut-être qu'il faut que je parle comme ça. Le salarié qui désherbe un rang de carottes, tu ne désherbes pas de rang de carottes, mais tu fais pas que ça non plus. Voilà, c'est ça que je retiens aussi de ton intervention tout à l'heure. Ouais, puis tout simplement, le mur de la performance, c'est un mur inatteignable, quoi. C'est-à-dire que, et c'est le problème que je pense que beaucoup d'agriculteurs qui sont descendus dans la rue les jours derniers, ils viennent dénoncer, c'est-à-dire de dire. Il faut toujours faire plus pour gagner de la même façon sa vie, quoi. Et ça, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'on essaye de maximiser tout ce qu'on peut, et quand on y arrive, il faut encore rehausser, comme tu dis, le matériel a pris 30% en 3 ans. À un moment, c'est plus possible. Donc on se dit... moi, j'ai l'impression que l'évolution technologique qu'il y a eu ces dizaines dernières... Enfin, c'est pas de ces 10 dernières années, mais plutôt ces 20 ou 30 dernières années... Il n'a pas forcément du mieux-être chez les agriculteurs, chez mes collègues. Donc je me pose effectivement des questions à ce niveau-là. Frédéric, sur la question de la compétence, Flavien, on a des salariés qui montent en compétence à côté du robot. Et comment tu perçois ça? Dans quelle mesure le robot permet de monter en compétence? On va en prendre dans 2 niveaux. Tout maraîcher n'a pas de salariés. Si on reprend des exploitations un petit peu normales où on peut avoir un robot dessus, l'intérêt qu'il peut avoir, c'est que ça libère du temps. J'aurais encore, comme le robot traite tout à l'heure, sur la commercialisation, sur préparer les ventes. Quand tu es sur du maraîchage aussi, encore une fois, tu maîtrises son prix de vente. Donc tu décides, toi, tu vois. Donc tu sais combien tu produis. Donc quand tu vas réfléchir par rapport à ton robot, tu sais déjà combien tu vends. Ce qui n'est pas le cas des grandes cultures. Donc ça devient beaucoup plus compliqué à 200 000 euros de mettre un robot quand tu as un prix des céréales qui est en train de s'effondrer au moment où on est en train de parler. Je pense que c'est aussi la différence.
par rapport aux salariés, si on prend le cas de la vigne, encore une fois, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est en effet une montée en compétence sur l'observation de la vigne, sur être plus performant sur les positionnements des traitements, sur gagner en technicité agronomique. Maintenant, la question qu'il y a quand même, malgré tout, il y aura moins de salariés à terme. Enfin, tu peux pas. Enfin, après, moi, je veux bien qu'on ait, enfin, à un moment donné, tu vas avoir un chef de culture qui va observer, et si à un moment donné, on remplace un tractoriste par un robot, on remplace bien un tractoriste par un robot. Maintenant, la question qu'il y a, est-ce qu'on est sûr qu'on a beaucoup de tractoristes au moment où on parle aussi, hein? C'est-à-dire que dans les renouvellements de génération, on a aussi beaucoup de problèmes de trouver ces métiers qui sont toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire que là où on prend du plaisir dans le métier, c'est dans la diversité de ce que tu fais. Donc évidemment, si tu spécialises quelqu'un sur un truc très particulier, là, le robot a sa place. Oui, ou alors donc, des modes de management de salariés où on diversifie leurs activités. Oui, aussi. Ça c'est clair je pense qu'à la nouvelle génération, on va être vraiment obligé aussi de réfléchir à ça. Ouais. Je me tourne vers la salle. Sur ces questions d'emploi, de dépendance, de rapport homme-machine, je me dirige vers vous. Hop, et après, juste après, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Marine Boyer, donc je suis éleveuse dans l'Aveyron et également élue des CUMA comme Jean-Baptiste. Donc le grand sujet de l'agriculture aujourd'hui, c'est le renouvellement des générations et donc ça a un petit peu complété les propos. Donc effectivement, le renouvellement des générations, et d'abord je voudrais réagir aux propos de Monsieur Picourla. Je pense qu'avant de se poser la question si dans 10 ans on aura encore du GNR, posons-nous la question de si dans 10 ans on aura encore des agriculteurs. Donc pour l'heure, en fait, je me demandais quelle place pour l'heure, enfin la mode est à l'intelligence artificielle en ce moment, on en parle énormément. Et donc, je voulais savoir, dans les recherches robotiques, est-ce que l'intelligence artificielle était envisagée pour aller jusqu'à remplacer un salarié, ou je vais peut-être un petit peu loin, mais c'est fait exprès. Est-ce que c'est là pour remplacer un salarié, voire en fait, les agriculteurs dans l'avenir? Flavien, tu vas peut-être réagir en premier sur... au sein de Naïo, il y a beaucoup d'intelligence artificielle embarquée? Non. À l'heure actuelle, c'est pas le sujet pour nous. Enfin, c'est pas le sujet dans les robots tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, parce qu'en fait, nos robots sont des porteurs d'outils qui ont pour objectif de placer les outils à l'endroit où on veut, au centimètre près, et d'enchaîner des demi-tours de travail. Donc, quelque part, c'est une automatisation d'un travail qu'éventuellement un tracteur pourrait faire. Ensuite, l'IA, si je vais un peu hors Naïo pour avoir vu ce qui se fait dans le marché, l'intelligence artificielle, là où elle peut être bonne, où elle peut apporter des progrès, c'est dans l'identification d'une adventice. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien entraîné un modèle d'IA et qui passe sur le champ, et par exemple qu'on va faire du spot spraying, où on va pulvériser uniquement sur la plante, où il y a des systèmes avec des lasers aussi, on sait que ceci est une adventice, on la tape. Il y a des systèmes aujourd'hui de pulvérisation où on peut embarquer 2 bouillies. C'est peut-être pas une bouillie dicotylédone ou monocotylédone, mais ça peut être une hormone pour une telle plante et une autre telle plante. Ça, l'IA, si un moteur IA qui dit ça il faut se mâcher avec le produit A et là avec le produit B, ça va fonctionner. Mais quoi qu'il arrive, il faut entraîner le modèle. Et s'il n'y a personne pour paramétrer, corriger, moduler, comme on module un semoir, comme on module un épandeur d'engrais aujourd'hui, ça ne pourra pas marcher. Donc, oui, au moins pour le lancement de la machine, quoi. Au moins pour paramétrer et lancer la machine. Oui, non, mais surtout que c'est là, alors là, on rentre peut-être dans la question de la dépendance technologique, c'est que s'il n'y a pas d'humain pour être capable de réparer, calibrer, ça ne fonctionnera pas. Mais comme s'il n'y a pas de réparateur de machine à laver, si on enlève tous les réparateurs de machines à laver de la planète, il va arriver un moment où on va repartir au lavoir, parce que les machines à laver ne marcheront plus. On en rachètera une nouvelle. Mais non, puisqu'il n'y aura pas de... Ouais, mais au bout d'un moment, il n'y aura plus personne pour le réparer non plus, donc ça va poser des problèmes. Frédéric, une réaction? Ouais, moi ça m'inquiète. Voilà, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 10% des terres françaises appartiennent à des fonds d'investissement. D'accord? Donc c'est plus déjà géré par des agriculteurs. On pourrait très bien imaginer, c'est ce qui se passe aux États-Unis, on a des premiers modèles qui arrivent comme ça, avec des drones qui volent dans les parcelles, on a des reconnaissances en effet adventices, maladies qui sont faites. Donc plus de compétences quand même. Parce qu'une fois que c'est entraîné, le problème c'est à la fin. Hein. C'est que dans 2 générations, tu n'as plus personne qui sait travailler des terres quand même.
Ça peut être enfin, tu vas jusqu'au bout du truc, tu as une reconnaissance, tu as quelqu'un qui est au Maldives et que tu veux une préco, et tu as un petit robot qui va aller traiter ta parcelle à côté. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir grand monde sur l'exploitation. Ça, je pense, c'est le. Voilà, là, on est en train de parler le truc le plus high-tech possible, etc. Ouais, dystopique, mais en ça, tout cas, ça si peut on le être trait, c'est une vraie inquiétant, crainte. au même titre que les fermes immeubles en Chine asiatique, qui peuvent aussi être inquiétants dans un autre modèle. C'est aussi des modèles, en effet, qui peuvent amener des dérives. Voilà. Mais il faut espérer qu'on n'arrive jamais à ces dérives-là, parce qu'encore une fois, c'est un métier humain. Jean-Luc, sur cette question de l'entretien des compétences, je vous parle depuis la salle pour pouvoir donner les micros ensuite à une autre question. Cette question en gros, je confie des tâches à un robot, est-ce qu'il y a un transfert de compétences à ce robot? Et est-ce que moi, dans 2 générations, je suis plus capable, effectivement, de conduire des terres? Est-ce que c'est une crainte que tu anticipes en tant que concepteur de robot? Je crois pas. Je crois pas. Je voulais rebondir à l'IA. On a pour habitude à dire chez nous, chez Softirob, sur nos robots, il y a 0 IA. Il y a 0 IA. Par contre, on a 100% d'IN. À l'inverse mais à toute modestie, à l'inverse de l'intelligence artificielle, nos robots ont été faits avec uniquement de l'intelligence naturelle, et ce qui donne un peu de naturel à nos machines, afin de réalité ou de physique. Je pense pas que, justement, mon but c'est justement, je l'ai dit en arrivant, je suis un homme de la terre, je suis né de la terre, et j'ai envie que, j'ai Clément qui reste sur l'exploitation. Qui est ton fils? C'est ça. Pas du tout. Alors il y est, pourquoi? Parce que il a étudié communication et réseau. Et je voulais surtout pas lui imposer d'être agriculteur. Je pense qu'il n'aurait pas été agriculteur s'il avait suivi la logique, parce que, ou alors il aurait fallu que je l'impose, il aurait été par force, parce que papa veut que je sois agriculteur, je vais être agriculteur. Je pense pas le but. Il faut que le métier soit sexy. Et le problème d'être sexy, c'est pas le robot qui va le faire, ou c'est pas le gros tracteur qui va le faire. C'est le contexte économique qui va le faire. Le contexte économique, il est quoi? Il est que il y a des soucis dans l'Est. Il y a des soucis un peu partout dans le monde. Il y a des soucis surtout en haut dans le climat, même si on ne veut pas les voir, on est quand même obligé un minimum de les reconnaître. Ce n'est pas les robots qui vont les résoudre, mais on ne sait jamais, pourquoi pas. En tous les cas, il faut faire quelque chose pour qu'il y ait plus d'agriculteurs. Je pense que ce n'est pas un problème de volonté ou de... Et c'est ici que je m'en suis rendu compte l'an passé, en rencontrant des jeunes de Pennsylvanie. Je lui dis à la fille, mais pourquoi, mais si tu as du boulot en URSS, tu vas aller travailler à oui, parce que... Aux États-Unis plutôt. Et pourquoi tu t'intéresses aux robots? Mais parce que on va manquer de nous, et peut-être que l'avenir va passer par là. Je ne sais pas, mais peut-être. Jean-Baptiste, sur cette question de l'entretien des compétences, on disait le mouvement cumiste s'intéresse aussi à la maîtrise de la machine, et pas seulement à la mise à disposition de ces machines auprès d'agriculteurs. Comment tu perçois cette question de la compétence et de l'entretien des compétences autour du robot, à la place du robot? Avec le robot, oui, peut-être, mais je crois qu'il faut l'encadrer, en fait, tout simplement. C'est pas... le robot, comme tu le dis, c'est un outil, donc c'est un outil qui doit répondre à une question: qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut comme modèle. Et si ça rentre dans les choix qu'on a décidés ensemble, moi je crois que oui, pourquoi pas. Mais je crois que voilà, agriculteur, pendant la crise du Covid, beaucoup de mes amis se sont posés un petit peu la question du sens de ce qu'ils faisaient, du sens de leur métier. Il y a bien quelque chose que nous, en tout cas, on a dans ce qu'on fait, surtout, moi personnellement en particulier, parce que je le fais comme j'ai envie de le faire, ça a du sens ce que je fais. Et j'espère que c'est ça qui va amener des gens à venir travailler avec nous et être agriculteurs dans l'avenir. Que les robots les aident en ça, pourquoi pas. Mais le robot, ça doit être un facteur d'innovation et d'accompagnement de l'être humain, pas un facteur de soumission, en fait. Une autre question. Bonjour, donc je suis Alexandre Rotarier, cofondateur d'une start-up Kaisu qui s'intéresse beaucoup à la santé des sols et au diagnostic des sols. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé production, rentabilité, tâches, mais on a assez peu parlé de sujets qui sont aussi très concernants dans le sud-ouest, surtout avec les problèmes de sécheresse. Et du coup, j'aurais une question pour vous qui travaillez la terre.
En quoi vous pensez que la robotique peut vous aider à résoudre des problèmes comme par exemple le manque d'eau ou l'optimisation d'irrigation? Jean-Luc ou Jean-Baptiste? C'est une bonne question. Je suis sur une exploitation qui a la chance d'avoir un sol humifère qui retient bien, et donc on peut travailler en sec, sans irrigation. C'est un avantage et qu'il faut que j'essaie de conserver pour les générations futures. Le robot ne peut pas m'aider plus que... Mais c'est une machine qui est légère, enfin celle qui est légère, 1,5 tonnes. On revient à l'équivalent d'un tracteur des années 1960. D'ailleurs, quand je l'ai construit, j'ai essayé d'imager le tracteur que mon père utilisait, un D22 de chez Renault, Renault France, en 1960, et il faisait la même surface, les mêmes maïs, et j'ai bien vécu ma jeunesse, et on était heureux, et voilà. Et je pense reproduire ça. Et j'ai redécouvert ça lorsqu'on a mis en culture cette parcelle de 5 hectares en 2023. C'est que des gens, on a eu 230 visites sur la parcelle le jour où on a lancé et c'était essentiellement des néo-ruraux, des gars du coin qui venaient voir qu'est-ce que c'était, comment, voilà. Et les agriculteurs, bon, c'est vrai qu'on sortait d'une période de pluie, les agriculteurs étaient affairés dans leurs champs pour profiter du soleil, et donc ils travaillaient tous avec leurs tracteurs dans leurs champs. Et les néo-ruraux sont venus voir ça, pas comme une rareté, mais comme peut-être un renouveau de l'agriculture. Un autre exemple, on n'a pas été prêt techniquement pour désherber nos maïs en binage, donc on les a traités en méthode traditionnelle améliorée, en pulvérisation. C'est pas très... mais bon, voilà, en pulvérisation. Donc, avec toujours le robot, puisque l'objectif, c'était de mener la parcelle avec le robot. Donc, on a réalisé un pulvérisateur où chaque jet met la dose exacte au bon endroit, au bon moment, etc. Enfin, ça reste toujours de la pulvérisation. La rampe fait 6 mètres de large au lieu des 36 mètres des automoteurs d'un gros. Et je me suis surpris. On était donc toujours sous le chêne à regarder le robot. On ne respirait pas les vapeurs de... Voilà, on avait 4 gouttes qui commençaient, mais c'est passé, la météo nous a laissé. Les gens se passaient en voiture, ils baissaient la glace, ils filmaient avec l'iPhone. Là, ils nous faisaient signe comme ça. Alors que quand j'y vais, par le passé, j'y allais avec le pulvé. On n'avait pas les mêmes signes et les mêmes. Je sentais bien que ceux qui disaient à travers la vitre, ça n'avait pas la même consonance. Oui, c'était pas des super. Non. Sur cette question, Flavien, de la protection du sol, de l'optimisation des pratiques. Il y a... Ah, pardon. C'était pour Flavien plutôt. On travaillait, je travaillais depuis 2011 en agriculture de conservation. Je suis un fervent adepte de l'agriculture de conservation. Non pas par vocation, mais par intérêt, parce qu'il me semble qu'il y a un avenir là-dedans, et que l'avenir est dans... Parce qu'il n'y a pas que le robot dans la vie, il y a aussi la façon de travailler, ce qu'on a envie pour demain, etc. Et quand on vous entend, c'est surtout ça peut-être, voilà. d'ailleurs, avant le robot. Le robot a été construit pour travailler en agriculture de conservation. Voilà. Ouais, le grand atout des robots sur cette question, c'est leur légèreté et leur charge à l'essieu. C'est-à-dire qu'on a des robots qui pèsent 2 tonnes. Chez Naïon, on a fait l'effort d'avoir des robots qui embarquent suffisamment d'énergie pour travailler sur une journée afin de ne pas alourdir le robot pour rien. Parce que la batterie, quelque part, il faut aussi la déplacer. C'est pas comme le carburant, l'indice d'énergie par rapport au poids n'est pas aussi élevé. Mais il y a une très bonne interview là, sur Internet de Sarah Singla, qui dit... On dit en 2 mots Sarah Singla, qui est une formatrice un peu... spécialiste de l'agriculture de conservation des sols sur le Lévézou en Aveyron, qui n'est pas un endroit simple en termes de climat. Elle explique bien qu'elle voit un futur où, pour redonner de l'eau, faire tomber la pluie, il faut du verre. Et faire du verre, ça veut dire avoir des couverts végétaux le plus possible, avoir des cultures en place. Et elle dit que l'agriculteur aura beaucoup plus de performance vis-à-vis de la ressource en eau en étant auprès des champs, auprès du sol, à genoux, à vérifier, à calculer ses rotations,
qu'à faire un peu comme avant. Et elle dit il y aura des robots dans les champs qui feront certaines tâches pendant que l'agriculteur reviendra au sol et augmentera quelque part en fait, sa réserve utile dans le sol, parce qu'il aura un sol qui vivra mieux. Et les robots là-dessus, c'est sûr que si on n'a pas besoin de déployer beaucoup de fer, beaucoup de masse de fer et des ententes peut-être à 15 ou 20 tonnes dans des champs grâce aux robots, peut-être qu'on va arriver aussi à gagner. Et après, il y a la question des pratiques. C'est comment j'inscris un robot dans une rotation en agriculture de conservation des sols avec des couverts. Il y a tout plein de sujets à traiter. Mais sur l'aspect légèreté et respect du sol, il y a vraiment quelque chose à aller gagner là. Parce que honnêtement, on ne peut pas reprocher le gigantisme. Hein, c'est pas s'il y a des grosses machines et s'il y a des grosses largeurs, quelque part, c'est parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Et si les vendeurs de matériel arrivent à les vendre, c'est parce qu'il y a des gens qui sont prêts à l'acheter et qui voient quelque chose. C'est ça, mais après, on peut mais nous, on peut. La question, c'est quelle est la poule et quel est l'œuf. Mais on ne rentre pas dans ce débat-là. Je voudrais faire réagir Jean-Baptiste avant de prendre une autre question. Ben moi, je voulais répondre à votre question, là, tout simplement en disant que peut-être ce qui nous manque et ce qu'il faudrait, c'est de monter en compétences, mais plutôt que de la robotique, c'est en agronomie, parce qu'on se rend compte qu'en fait, on est à la ramasse la plus complète des agriculteurs aujourd'hui. On devrait être les premiers agronomes, et en fait, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas meilleurs que les autres, en fait. Et là-dessus, peut-être, si le robot pouvait nous aider, effectivement, ce serait de nous dégager du temps pour qu'on puisse réfléchir à ça. Et je pense que, en tant qu'agriculteur, mais aussi collectivement, parce qu'on a un vrai travail à faire au niveau collectif là-dessus. Bonjour, je suis Léa Petit-Scalonia, journaliste à l'Humanité. J'ai une question pour Flavien Roussel. Tout à l'heure, vous présentiez le robot comme une solution miracle quelque part, et je me permets de vous citer. Vous disiez les robots ne vont pas se plaindre de désherber, les robots ne vont pas se plaindre de refaire la même partielle tous les jours. Alors oui, après vous êtes un peu rattrapé en disant que c'était pas en opposition avec la main-d'œuvre, mais quelque part, si on va jusqu'au bout de votre raisonnement, on comprend que la main-d'œuvre se plaint, donc on met de la robotique pour combler tout ça. Est-ce que vous pourriez un peu expliciter cette partie-là, parce que moi j'ai pas vraiment compris, oui. Et l'interprétation que j'en fais, et j'espère pas la vôtre en tout cas. C'est pour ça que j'ai corrigé j'ai corrigé de suite sur le sujet de se plaindre. J'ai dit, je dis pas que la main-d'œuvre se plaint, mais je pense que quand on est employeur, si on veut mettre nos salariés dans de bonnes conditions, c'est quelque chose qui compte aujourd'hui pour les générations futures. Donc ça veut dire que si un employeur fait le choix de dire dans l'équipe on va rentrer un robot qui va devenir l'assistant du quotidien et vous évitez de passer 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi à être à genoux, à devoir faire du désherbage à la main, je pense que c'est quelque chose qui est valorisant pour l'ensemble des personnes. Je ne vois pas l'intérêt, honnêtement, d'un salarié à faire des tâches très répétitives et d'avoir... ou de faire des tâches à très basse vitesse, par exemple. Que j'ai expliqué, aller désherber... un blé à des stages très juvéniles, quelque chose qui est très, très important parce que ça va permettre d'éviter la concurrence des mauvaises herbes. Si on désherbe une céréale à très basse vitesse dans un tracteur, c'est inacceptable. Personne acceptera de faire du tracteur à 1 km/h, comme personne n'acceptera de rouler sur une autoroute à 10 à l'heure. Donc mon propos, c'était plutôt de dire que les robots sont là pour aider, et les robots, comme on l'a dit, c'est un outil. Donc, une machine à laver, personne ne crie contre. Un robot aspirateur, c'est à peu près rentré dans les mœurs. Un robot piscine, pareil, ça choque plus grand monde. Alors, il y a des personnes qui ont du mal à se dire on va mettre des robots en agriculture. Mais pour avoir été journaliste agricole pendant peut-être 6 ou 7 ans, être allé en Belgique, en Allemagne, avoir tendu le micro à des agriculteurs, le facteur qui rendait le métier compliqué, c'était la pénibilité. Et mon sujet et mon propos, c'était la pénibilité. C'est-à-dire qu'un robot, lui, la pénibilité, il ne connaît pas. Et en plus, un robot, il peut faire des tâches qu'un ouvrier agricole ou qu'un agriculteur lui-même ne ferait pas parce qu'il ne voit pas. C'est-à-dire que désherber alors qu'on ne voit pas les mauvaises herbes qui sont en train de germer sous la terre, à un humain, ça lui paraît idiot. Parce qu'un humain, il va dire j'attends de voir la mauvaise herbe pour savoir quel pulvé je vais mettre et comment je vais traiter la mauvaise herbe. Alors que
les meilleurs utilisateurs de robots qu'on a, en fait, ils sèment et dès le lendemain, ils lancent le robot à désherber entre les lignes de semis. Et en fait, le robot augmente l'intérêt agronomique. C'est-à-dire qu'il va régler des problèmes avant même qu'ils arrivent. Et c'est là que l'aspect... Enfin, on n'aurait jamais idée de dire à un collègue ou à un salarié ou à son patron hey, on va les désherber, là, alors qu'on ne voit rien. Et c'est là que le robot il a quelque chose de plus fort. Flavien, il faut que je fasse réagir. Tes deux voisins, l'un et l'autre, sont en train de hocher la tête, Ouais. en tout cas titiller, donc il faut qu'ils réagissent. Même un agriculteur, s'il ne voit pas, il est capable de passer une parcelle, il a un cerveau, il réfléchit, vous inquiétez pas, il peut faire des trucs. Ça s'appelle le désherbage à l'aveugle, stade filament, ça se fait, ça va, ça se vit bien. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus, on arrive à le faire. Alors je vais revenir d'un point de vue technique aussi, on peut rentrer là-dedans, ça c'est rigolo. Une RC-trille passe à 1 km/h, j'aimerais bien savoir l'efficacité. Parce qu'en fait une RC-trille c'est par vibration et c'est en dessous de 5 km/h, ça fait rien. Donc je pense que, j'entends l'intérêt, le passage de l'RC-trille à ces niveaux-là, je pense que c'est peut-être pas le bon exemple sur la RC-trille. Alors sans micro, on t'entend pas, Flavien. Ouais, bon, après c'est très technique ce que je suis en train de dire, mais après c'est pas forcément évident, je pense là-dessus. C'est des dents vibrantes, donc il faut une certaine vitesse en efficacité. Donc voilà. Mais juste, par contre, si heureusement les agriculteurs Karim arrivent à passer à des, même s'ils ne voient pas. Ouais. Puis en tout cas, on retient surtout l'argument de la question de la pénibilité du travail sur lequel j'imagine là vous êtes d'accord. Jean-Luc, pardon. Rapidement, en plus je ne sais pas si ça... Mais pour essayer de défendre un peu... Enfin, pas de défendre, pardon. D'expliquer les propos de Flavien par rapport à votre question, si j'ai bien compris, parce que des fois, souvent je loupe mais imaginez par exemple un bateau. Un bateau, est-ce qu'il vaut mieux des galériens qui le font avancer ou un moteur qui le fait voguer? Ou une voile qui le fait voguer, excusez-moi. Vous voyez, c'est pas enlever le travail des galériens qui font avancer le but. C'est un outil, une bêche. Est-ce qu'elle enlève du travail c'est pas le but de sortir du travail. Bonjour. Moi j'ai deux questions. La première c'est avec les nombreuses entreprises qui s'intéressent à la robotique agricole et les très grandes entreprises qui s'intéressent à ça. On est dans l'industrialisation de la robotique, de l'agriculture. Donc, les gens qui ont des capitaux, qui ont d'argent, bravo, ils vont acheter des robots. Papa, qui est... Désolé, il n'a rien, ses chaussures sont trouées. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va acheter un robot? Et en plus, on parle de production, compétences, optimisation, bravo. Papa, il ne va pas plus suivre. Et bravo, il va crever de dalle. Première question. Les petits agriculteurs, ils sont où dans cette industrialisation? Deuxième question, on crée des robots. Moi, je suis chercheur, je fais la robotique agricole, donc voilà, je sais c'est quoi des robots. Donc, on va créer des robots, on va dire à l'agriculteur, ouais, on a un robot qui fait tel, bravo, il est génial, Superman, Batman, génial. La moyenne des agriculteurs en France ou mondiale, qu'est-ce qu'ils veulent? Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu veux? C'est ça l'idée. Donc, ok, on aime bien, oui, moi j'aime bien avoir un robot qui fait tout dans mes champs parce que je suis roboticien, j'adore, que je kiffe. Mon père, qu'est-ce qu'il veut? Lui, ça lui dérange de faire la taille de vigne. Pourquoi ça te dérange? Est-ce que les fabricateurs, les gens qui fabriquent des robots, ils parlent à la moyenne des agriculteurs et pas à un ou deux qui ont ces fantasies de robotique? Ouais. Sur la première question, la réponse c'est la mutualisation. On est sur un salon qui est organisé par la Fédération des CUMA, enfin co-organisé par la Fédération des CUMA. C'est la mutualisation. En septembre, j'étais à la FAO pour présenter le robot parce que c'est une conférence globale sur la mécanisation. Alors, il y avait aussi d'autres constructeurs ou des fournisseurs d'agriculture de précision et autres. Et il y a beaucoup de pays qui sont venus voir. Ils ont trouvé ça fantastique. Alors, je leur ai dit le tarif. Ils ont dit, oh, mais jamais on peut vendre ça dans nos pays. Et je leur ai dit, mais attention, quelle est la surface moyenne en Inde où il y a des Bangladais qui m'ont parlé. Et je leur ai dit, mais à ce compte-là, le sujet, c'est pas d'acheter le robot ou de le louer à soi-même. C'est de mettre la communauté en place autour d'un robot qui est un assistant outil du quotidien, qui ne va pas faire des miracles, qui va peut-être faire juste une tâche, celle qui prenait le plus de temps et qui était la plus embêtante pour les utilisateurs, et surtout, par exemple, aller faire du désherbage mécanique pour aller réduire l'utilisation de phyto. Et je pense qu'entre mutualisation et agriculture vertueuse
décarboné, où on va arriver à diminuer l'utilisation du GNR. On a le cas sur les enjambeurs en vigne, où sur 5 ans d'utilisation, on arrive à économiser 62 tonnes de carbone. C'est pas innocent et quelque part, ça pourrait avoir une valeur, et y compris pour des agriculteurs qui mutualiseraient le robot et qui diraient, ben moi, j'ai ma part dans toutes ces économies qui ont été faites. Une réaction de la part de Frédéric, et puis après on laissera Jean-Baptiste répondre à la question, qu'est-ce que tu veux? Alors, tout dépend le robot, parce qu'en fait mutualiser, le problème c'est les chantiers. On le sait, sur certains outils, je pense en bio, je pense à RC-Tri en bio. C'est bien d'en mutualiser à plusieurs, mais quand tu as des périodes de possibilité de passer dans les champs qui est très courte, sur du désherbage mécanique en hiver, des fois c'est de 3h l'après-midi à 5h de l'après-midi. Et c'est valable pour les 10 au même moment et à la même période. Donc ça peut être difficile aussi. Donc c'est pas forcément si simple que ça. Ça dépend encore une fois de la nature des travaux que tu vas avoir à faire, quoi. C'est toujours la même chose. Et la nature du robot, parce qu'on l'a dit, il y a des petits robots, des gros robots. Voilà. Tous les robots ne servent pas nécessairement à l'agrandissement des exploitations. Non, voilà. Mais par contre, il y a une vraie valeur là-dedans. En effet, si tu as tous les robots à 200 000 balles, mais c'est mort. Il faut arrêter. Ça n'existera pas en France sur une grande partie. Il faut rester. On a une agriculture familiale qui base là-dessus, avec de toutes sortes. En tout cas, on cherche à la conserver, cette agriculture familiale. C'est ça. De toute façon, c'est une agriculture de terroir. Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu veux? Moi, vivre bien. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord de dire que le robot, il peut arriver. Hein. Je veux dire, effectivement, une partie des terres agricoles sont aujourd'hui dans les mains de groupes qui sont puissants. Ils peuvent très bien décider que finalement, les salariés ou les agriculteurs qui s'occupent de ces terres, ils n'en ont plus besoin et ils passent directement au robot et comme ça, ils maîtrisent l'ensemble de la chaîne. Moi, je pense que ce que je veux vraiment et ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il y a un écosystème auquel je tiens énormément et qui a tendance à disparaître, c'est les paysans. Et j'aimerais vraiment qu'on le préserve, quoi. Et je pense que tout ça est lié à la taille des structures et à l'organisation de notre agriculture. Donc, on parle de la robotique, mais finalement, le problème, il est le même dans tous les investissements, en fait. Oui, c'est une question qui s'élargit aux agroéquipements au sens large. Tant qu'on va hyper spécialiser les choses, on va faire les choses avec de moins en moins de monde. On règle le problème de façon technique. C'est-à-dire que les prix agricoles ne montent pas, donc on se dit qu'il faut produire plus. Et pour la solution pour produire plus, on agrandit les systèmes de production. Mais je pense que ce système-là, il omet complètement l'être humain là-dedans. Et surtout notre capacité en tant qu'homme à réfléchir, à agir, et surtout, comme on le dit, à agir de façon collective. Et moi, je crois que c'est presque une question politique de se dire quel modèle on veut. Et c'est quand on aura répondu à cette question-là, en fait, qu'on arrivera à se dire est-ce qu'il y a une place pour les robots dans ce modèle ou pas. Je sais que Jean-Luc est sensible à tout l'exposé que tu viens de nous faire, donc je serais curieux de savoir, lui, qui est lui-même concepteur de robots, comment il voit l'adéquation entre cet exposé et le robot qu'il conçoit et sa vision qu'il a de la robotique. Oui, j'essaie de comprendre. On est en train de politiser le robot agricole. Mais non, le robot dans l'industrie, je me souviens, la pub, il écrivait Picasso sur la voiture dans les années 90. Et c'est pas pour ça que l'industrie est partie c'est politique, ça, c'est politique. Le robot, c'est un outil. Il n'y a pas plus qui a envie d'avoir des petites exploitations et nombreuses, du moins en France, que moi. C'est fou. C'est pas quelque chose qui est super productif. C'est pas nécessairement, en tout cas. Voilà. J'ai l'impression de l'arrivée du smartphone il y a quelques années encore. Non, les paysans, il faut pas de smartphone parce que moi j'ai besoin de vivre dans mon champ et de ne pas être perturbé par les ondes. Voilà. Alors vous arrivez aux urgences, bon certes, ils vous demandent le numéro de carte vitale pour être remboursé. Et après ils vous demandent votre 06, même pas et si j'ai pas de smartphone, je fais comment? Ce que j'entends, enfin, je pense qu'on touche du doigt quand même un vrai bon sujet, c'est la place de effectivement la politique au sens noble du terme dans ce débat-là. Et est-ce que la technologie est anodine ou pas? Non. 30 secondes, juste, il faut que je la case celle-là. Je me pose la question en rentrant là, comment on aurait fait
dans toujours mes futures années, que j'espère voir encore, pour aller bloquer l'A64 avec les futurs robots d'une tonne et demie ou 2 tonnes. Et voilà. Mais est-ce qu'on aurait eu besoin peut-être d'aller la bloquer? Peut-être pas. Donc, question. Ben, c'est tout le débat. Une autre question. Voyons si ce sont vraiment des outils. David Erizzo, agronome et chercheur. On a parlé de Sarah Singlade, agriculteur de conservation, d'adaptation des outils aux besoins et aux pratiques. Les équipements, on peut les bricoler. Est-ce qu'on peut bricoler les robots? Ou on a encore un manque de maîtrise suffisante pour bricoler les robots? Est-ce que les robots Naïo sont open source? Je vois le cofondateur là-haut, il sourit, il me dit celle-là, elle est pour toi un peu. Non, mais au niveau du logiciel, il y a des bases open. Après... Sans même parler de logiciel, parce que non, même la mécanique, parce qu'on voit, il y a beaucoup de personnalisation. Bricolable, c'est peut-être pas le bon mot. Réparable ou ces choses-là, pour moi, c'est le meilleur mot. Mais il y a des robots OSE où les agriculteurs ont bidouillé des trucs à côté. Alors, justement, ils n'ont pas, on va dire, modifié le robot. Non, mais ils ont rajouté des trucs. Oui, ça c'est ma deuxième part. Non, mais c'est pas grave. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que quand je vois les étudiants stagiaires Bac plus 2, Bac plus 3 et autres qui arrivent à Naïo, qui en l'espace de quelques semaines sont capables de les réparer, de les relancer, de changer des pièces, c'est pas une montagne. Okay. Mais encore une fois, j'imagine que ce n'est pas les cas pour tous les... C'est plus compliqué de réparer aujourd'hui réparer sa propre voiture ou un Galaxy chez Samsung que de réparer un robot. Ouais. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que, on va dire, en fait, j'ai dit les robots sont des porteurs, on a des agriculteurs qui ont créé leurs outils. Exemple, une lame, c'est un U, hein, ça a la forme d'un U. Pardon. Ça a la forme d'un U avec une lame inclinée pour partir sur le rang d'oignon et déchausser l'oignon avec le robot. Ça veut dire que pour aller récolter l'oignon, eh bien, en fait, on fait beaucoup moins d'efforts. Donc, pendant qu'on fait autre chose, on lance le robot à déchausser les oignons, on débarque, on fait sa récolte, on les met dans les caisses. Le hose, on peut mettre une caisse dessus. Après, sur les gros robots, honnêtement, on a le cas du ministère de la Forêt en Pologne, qui a acheté un Orio. Orio, qui est le gros robot qui est un grand porteur grande culture, on va dire, un gabarit 2 mètres de large, 4 mètres de long. Et il y a une douzaine d'étapes sur leur itinéraire technique de la pépinière officielle du ministère de la Pologne qui ont été remplies par le robot. Donc préparation du sol, packing du sol avant le semis et ensuite désherbage mécanique. Et ils ont attelé la moitié des outils, c'est des outils de l'ère soviétique. Mais c'est pas un souci, ils marchaient très bien. Donc les robots Naïo sont interopérables, on va dire, avec ils ont produits customisés. Comme un tracteur et honnêtement, n'importe quel utilisateur aujourd'hui qui dit je veux prendre une barre et je veux mettre telle pièce de fer dans le sol pour désherber avec telle étoile, telle combinaison, il peut. Mais encore une fois, là, on entend derrière ton propos la question de la stratégie, hein, même des concepteurs de robots. Est-ce que je fais un robot hyper spécialisé, on va dire, qui fait une tâche qui est verrouillée, ou un porte-outil qui, lui, par essence, se doit d'être plus versatile. Jean-Baptiste, j'imagine que cette question de la réparabilité, de l'adaptabilité de la machine à l'exploitation, c'est un critère clé dans les CUMA, en tout cas un point d'attention particulier que vous avez? Je ne sais pas, parce qu'on était cultivateur, on est devenu éleveur, comptable, mécanicien, électricien, maçon. On peut ajouter une corde à notre arc. Et en plus, on le fait pour 5 € de l'heure, donc on n'est pas trop cher. Non, je sais pas. Franchement, je pense que même au niveau de la maintenance des outils d'aujourd'hui, qui ne sont pas des robots, avec l'arrivée en masse de l'électronique et de l'hydraulique en plus, qui est vraiment très pointu aujourd'hui, on répare de moins en moins nous-mêmes, quoi qu'il arrive. On arrive à la conclusion de cette conférence. On peut déborder un petit peu si vous en êtes d'accord, mais ce que je vous propose, c'est plutôt que chacun aille poser ses questions aux intervenants, en apporter derrière. Mais je voudrais vous laisser à chacun un dernier mot de la fin. Jean-Baptiste, si tu veux commencer, selon toi, voilà, qu'est-ce que tu retiens un peu de ce débat-là? Je retiens que je reste un petit peu campé sur mes positions, mais parce qu'elles sont les miennes et que
Je crois en fait beaucoup plus à l'agriculteur des hommes qu'à l'agriculteur des machines. Donc voilà. Jean-Luc, est-ce qu'on peut imaginer une agriculture des hommes avec des machines? On peut imaginer une agriculture future avec des machines ou sans les machines. De même qu'on peut imaginer une vie avec un écran ou une vie sans un écran. L'essentiel, c'est de passer la vie et de bien la passer. Ouais. Et de choisir si j'ai envie d'un écran ou pas. C'est ça. Flavien? Oui, non, c'était très riche comme discussion. Ce qui est intéressant, hormis aussi avec les réactions de la salle, c'est qu'on voit qu'il y a plein d'enjeux qui, quelque part, viennent aussi se greffer sur la robotique agricole. Et peut-être justement que la robotique se retrouve au cœur de certaines attentions, avec beaucoup de défis ou beaucoup d'a priori. Et des fois, on peut se demander s'il n'y a pas d'autres sujets qui pourraient avoir autant d'attention. Et quelque part, je me dis que s'il y a de l'attention, ça veut dire que ça pose question et que c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que la société discute, ça veut dire que les différents corps, que ce soit des scientifiques, que ce soit des citoyens, que ce soit des journalistes, questionnent la chose, et que quelque part, il faut apporter des réponses. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Tu es en train de citer le caractère vertueux de la controverse, et de justement essayer d'identifier des noyaux d'incertitude et d'essayer de les éclairer pour éventuellement avancer collectivement. Du coup, Frédéric, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de développement de compétences pour revenir à ton métier et développement de connaissances et de compétences? Il y a un enjeu d'avoir de l'espoir dans l'agriculture, ça c'est certain, parce que c'est un putain de beau métier, mais qui est compliqué. Il y a beaucoup on parle de la robotique, mais il y a beaucoup d'autres sujets de tension en ce moment. On a parlé de l'eau, on a parlé des sols, on a parlé des phytos, on a parlé de beaucoup de choses. Et je pense que c'est ça qui va être important, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait une agriculture qui intègre des solutions, on le sent bien quand même, dans les territoires, que les jeunes qui vont s'installer demain, là, ils vont bien vivre, une belle image dans le territoire, gagner un peu leur vie. Et le robot, là-dedans, c'est un outil. Hein. C'est pas une finalité, encore une fois. Moi, je reviens là-dessus. Il y a des questions de modèle économique qui vont se poser dans l'agriculture et qui vont intégrer toutes ces questions de matériel. Le robot, c'est au même titre qu'aujourd'hui, un tracteur à 300 000 balles. Ça pose des questions, quand même. Voilà. Il va falloir que ça arrive à créer de la valeur tout au long, une meilleure répartition, sûrement, et une super image à l'arrivée. Et il y a quand même une place en Europe de tout ça. Parce que pour le coup, l'Europe est quand même le continent sur lequel... Enfin, l'Europe au sens Union Européenne? Ouais, Union Européenne, c'est quand même... Quand tu vois comment ça se développe dans le monde, quand même, nous, on essaye au moins de réduire les phytos. On va laisser les contextes politiques actuels, mais de réduire les phytos. Les enjeux de biodiversité sont pris en compte, ce qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup d'autres zones dans le monde. Donc ouais, il faut qu'il y ait de la place pour ça, et donc ça reste un outil. Mais ne mettons pas toute la robotique dans le même panier. C'est aussi ce que je retiens de vos discussions. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous pour votre attention et vos questions. Et puis surtout, bon salon, et toutes les questions que vous vous posez et toutes les interpellations qui étaient à faire, continuez de les faire aussi auprès des constructeurs. Je suis sûr que ça les fera grandir nécessairement. Merci beaucoup.